Bonsoir. Merci d'être venues si nombreuses. Voilà, alors bienvenue à cette table ronde organisée par le Ground Control. Donc, je suis Manon Ogel et je suis journaliste. Et nous avons avec nous Nicolas Defave et plus tard on va avoir Catherine Elzasser qui nous rejoint. Donc, on va parler pendant cette table ronde en fait des enjeux de la scène artistique à Berlin. Donc, je crois que vous connaissez très bien le mythe berlinois de la liberté absolue, de la scène underground, en fait, de cette liberté extraordinaire qui a pu se développer après la chute du mur. Et donc ce soir, voilà, on va un petit peu débunker ce mythe qui n'a plus tellement lieu d'être, comme on va pouvoir le constater. Mais à nos côtés, je vais vous demander d'applaudir quand même Nicolas, qui est vraiment un incontournable de cette scène. Un dinosaure. Un dinosaure. Bonsoir. De Effectivement, la merci scène. d'être toutes là. C'est très étonnant. C'est de ma faute. Je pensais que j'étais un dinosaure, mais... Mais tu vois, pas du tout Bah en non, fait. ouais. Oui, donc effectivement, là ce soir, on va essayer de parler un petit peu de comment la scène artistique à Berlin évolue et dans quel contexte. Alors on sait que après la chute du mur, donc en 1989, il y avait des terrains vagues, des lieux incroyables, des immeubles abandonnés, donc qui ont été pris d'assaut par les artistes, et ça a donné lieu vraiment à une scène artistique florissante. Donc jusque dans le milieu à peu près des années 2010, on va dire, à partir de quoi finalement la gentrification a commencé à prendre le dessus. Donc ça a été particulièrement compliqué. Et c'est là où j'interviens. Je gentrifie. C'est ma fonction. Mais non, c'est un peu ça, effectivement. Moi, je suis arrivé à Berlin dans ces années-là. C'était le moment où, partout en Europe, on entendait, voire même dans le monde entier, c'était, comme on dit, c'était the place to be. Et c'est ça qui, quelque part, a fini probablement par faire en sorte alors je dis on parce que moi j'y suis allé en couple, c'était important, c'est un projet collectif avec mon épouse, mais c'était vraiment, il y avait déjà un mythe, il y avait déjà une résonance intéressante où on se disait, voilà, en fait, il s'est avéré que c'était pas faux par rapport à tout ce qu'on a pu y faire, mais le mythe existait bien avant ces années-là. Il y a toujours eu un écho étrange et un peu une sirène qui appelait un peu tout le monde entier, parce que c'est ce qui s'est passé. Justement, toi, en fait, comment est-ce que tu es arrivé à Berlin? Parce que tu es arrivé à Berlin en 2008, si je ne me trompe pas. 2007, ouais. 2007. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré? Moi, je connaissais déjà pas mal. J'y jouais en tant qu'artiste, donc j'avais des projets musicaux et des projets artistiques, donc j'avais été... J'y étais à l'ouverture, à la chute du mur, étrangement, avec mon frère journaliste. C'était une vieille histoire avec Berlin, mais j'avais fait plein d'autres trucs. Et on était à un changement de vie. Ma femme s'occupait du Baroque. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être le Baroque. Et elle avait envie de changer d'air. Moi, j'avais envie aussi je passais à une autre phase de ma vie. Et c'est vrai que le choix a été assez simple. En gros, de toute façon, pour nous, il était très simple. C'est soit Bangkok, soit Berlin. C'était étrange. Donc on a choisi Berlin pour plein de raisons. Mais il y avait vraiment énormément de signaux qui nous ont plu. Et notamment des signaux de collectifs, d'artistes qui étaient déjà, qui habitaient déjà là, qui nous disaient venez, c'est super. Il y avait vraiment un énorme bouche à oreille qui faisait gronder. Voilà, en gros, on n'avait pas le choix. Il fallait un peu aller là-bas, quoi. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter, parce que en fait, Nico a vraiment une histoire assez incroyable. Il a vraiment contribué à la scène artistique underground berlinoise avec la création de lieux qui sont devenus très vite incontournables. Donc tu peux nous raconter l'histoire de ces lieux, ton premier lieu à Berlin. Ouais, ce qu'il faut raconter avant tout, c'est qu'au départ, c'est vrai qu'on y allait pour faire quelque chose. On connaissait bien la scène parisienne, la scène de banlieue. On avait un lieu en banlieue qui était assez marrant, mais qui était très compliqué à gérer. Et tout le monde nous disait, si vous allez à Berlin, vous allez voir, il est fort probable que ça soit un ouvroir à plein de choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En très peu de temps, on s'est installé déjà, et ça c'est vraiment important parce que je pense que si on doit, et ça vient toujours dans l'équation, mais si on doit comparer l'attraction d'une ville, comment on attire une ville, c'est déjà en étant capable de se loger. En fait, c'est vraiment extrêmement important.
si je raconte la façon, et j'aimais bien le raconter, on a trouvé un appartement familial, parce qu'on est une famille qui faisait 160 mètres carrés, dans un quartier absolument idyllique, c'est-à-dire Kreuzberg, mais là, près du canal, absolument parfait, avec toutes les écoles qu'on pouvait imaginer, etc., etc. On a fait 2 visites. On était seuls à visiter l'appartement. Le prix du loyer à ce moment-là, en fait, était de 800 euros tout compris. Donc c'est vrai que ça rend les choses un peu plus attractives. Donc, et que nous, on était tous les deux intermittents. On s'est retrouvés dans une situation financière de dingue, d'un coup, en fait. On a continué à travailler un petit peu à Paris, parce il fallait, et en France, il le fallait, mais on s'est retrouvés d'un coup dans une situation avec un appartement immense, dans un cadre idyllique, qui nous ruine absolument pas, voire même on pouvait le louer, c'est comme ça qu'on a commencé à faire, on pouvait louer des chambres en Airbnb, l'équivalent, qui nous a permis en fait en gros de pouvoir financer des activités sans qu'elles soient rentables. Et donc voilà, ça c'est vraiment important. Ça fait partie aussi de l'attraction, de cette force d'attraction. Tout le monde parlait, tout le monde nous disait venez à Berlin, en gros, ça coûte que dalle. Et c'est vrai que, et c'est vrai. Et c'est vrai que si on voulait comme ça attirer un nouveau public, bah, c'est quand même un aimant assez incroyable. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à venir. Et très vite, au départ, on voulait monter un lieu tous les deux, qu'on avait conceptualisé, qu'on n'a finalement jamais fait. Et on a rencontré toute une bande de Berlinois, alors pour le coup vraiment berlinois, on ne s'y attendait pas non plus parce qu'il y avait quand même une forte communauté française à Berlin, et qui d'ailleurs existe encore, et qui peut être un petit peu d'ailleurs un petit, un petit piège, parce qu'il y a une forme de... Dans la gentrification, il y a une gentrification peut-être. Non, il y a des petites diasporas françaises qui peut être un peu enveloppante et un peu trop. Et d'ailleurs, ça agace prodigieusement les Allemands. Donc j'ai rencontré un peu par chance des gens qui géraient un lieu qui était l'ancien centre culturel hongrois, en plein milieu de Berlin, là où il y a la grande tour, la Fernsehturm, et donc du temps de Berlin-Est, ouais, du temps du Berlin communiste en fait. Hein. Et donc c'était un lieu magnifique qui faisait plusieurs... Bah, qui n'est pas aussi grand que celui-ci, mais qui faisait quand même bien son petit 3000 mètres carrés. Donc c'était intéressant. Et ils organisaient des soirées artistiques. Alors c'est très berlinois en fait, et ça a été longtemps la règle, c'est qu'il y avait les soirées de la journée. Il y avait les soirées du lundi, les soirées du mardi, les soirées du mercredi, etc. Et en fait, elles se promenaient dans la ville comme ça. Et là, on organisait notamment les soirées du mercredi, qui étaient assez marrantes. Et il y avait plein de bureaux, donc on invitait des artistes qui occupaient les bureaux. Et pour animer tout ça, évidemment, on avait des bars et on avait un lieu de fête qui était l'ancienne salle de cinéma. Et donc, comme l'endroit était plus que charmant, était vraiment notable, la programmation pas trop mal, c'est devenu un lieu branchouille, comme on dit, hein, vraiment branchouille. Et donc, en fait, il a commencé à exploser comme ça. Mais au départ, c'était un peu un hasard. Hein, c'est comme tous ces lieux. Ouais. Tu peux rappeler le nom du lieu? Ça s'appelait le HBC. Pourquoi? C'était le House Bulgarian Center. Non, donc bulgare. Non, Hungarian. Mais je me souviens même plus. Beau Center ou something comme ça. Ouais, d'accord. Ouais, donc c'était c'était hongrois ou c'était bulgare? Non, c'était hongrois. Hongrois, d'accord. Et on l'a exploité de façon très brute pendant très longtemps. Et après, on a réussi à signer un contrat avec... alors, qu'est-ce qui se passait en fait dans ces soirées? Tu peux raconter? C'était pour le coup très berlinois et très mélangé. Il pouvait y avoir plusieurs dizaines, voire même parfois il peut y avoir une exposition avec 50 artistes qui présentaient chacun une chose. Il pouvait y avoir des performances, il pouvait y avoir des groupes de musique, il pouvait y avoir de la grosse électro en mode... avec parfois aussi des choses encore un peu plus berlinoises, un peu plus compliquées, à savoir des endroits très très secrets dont on faisait des choses très secrètes. En fait, et surtout c'était un mélange de populations. Il y avait à la fois des jeunes étudiants de l'UDK, par exemple, l'école d'art, ou des artistes plus confirmés qui venaient de la vieille scène underground berlinoise, et puis voilà, très mélangé dans le style, très mélangé dans l'âge, et ça c'était vraiment notable pendant très longtemps. C'est vrai que Berlin a toujours su
Et je trouve que bizarrement, continue un petit peu à le garder, à être capable d'avoir des événements et des lieux multigénérationnels. Oui, c'est quand même la seule ville où on peut clubber avec des gens qui ont 20 ans et des gens qui ont 60. Voire même plus, ouais. Voire plus. Et ça, c'était assez fabuleux. Pour nous, Parisiens, on a vraiment, c'était incroyable. Après, ce qui est aussi incroyable, c'est qu'il y a c'est une ville qui est devenue très internationale très vite. Il y avait déjà des liens très forts avec plein de pays du temps de l'Allemagne de l'Est, mais pas du tout à ce point. D'un coup, on a vu débouler, évidemment, énormément d'Européens, mais des Sud-Américains, les Américains, les Japonais, en gros, le monde entier, un peu comme à New York à une époque, est venu vraiment occuper l'espace, mais aussi, aussi l'espace culturel. C'est que d'un coup, on avait accès à des influences vraiment intéressantes qui dépassaient largement le cadre berlinois. En gros, c'est pas Berlin qui a fait Berlin. C'est vraiment ce melting pot qui a fait Berlin. Et qui continue à le faire d'ailleurs, même si c'est quasiment impossible d'avoir un visa pour une bonne partie de oui, parce qu'en fait, il y avait quand même une politique de la ville, il faut le rappeler, qui, pendant en fait les années du mur, la ville cherchait à garder une population en permettant aux artistes de vivre sans payer d'impôts. Donc ça a été incroyable. Et d'échapper au service militaire, ce qui était quand même incroyable. Donc il y a eu un afflux d'artistes d'Allemagne de l'Ouest vers Berlin, qui étaient enclavés dans l'Allemagne de l'Est. Et puis après la chute du mur, en fait, ces artistes-là, qui avaient créé des espaces extraordinaires, les ont ouverts à toute une population d'artistes désargentés du monde entier. Et finalement, ça a créé ce terreau hyper fertile, quoi. Exactement. Et en regardant, c'est pas que ces lieux, c'est aussi il y avait réellement une volonté politique d'être bienveillante, vraiment. Je pense que d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut peut-être réfléchir avec ce qui nous arrive en termes de coupes budgétaires, etc. C'est qu'il y avait une vraie possibilité de faire quelque chose, pas complètement n'importe comment, mais en tous les cas, sans que ça soit complètement ahurissant de réglementation. Il y avait une tolérance à faire qui était vraiment incroyable et qui était manifeste. On nous demandait littéralement de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous, on a demandé d'avoir un bail pour avoir un contrat, personne ne nous empêchait. C'était vraiment les tolérances, évidemment, de vente d'alcool, les tolérances d'heures de fermeture qui n'en sont pas, dans le sens où le club, quoi, par exemple, que j'ai encore un petit peu à Berlin, si je veux fermer le club, jamais, je le ferme jamais, en fait, tout simplement. Là, je m'autorise parfois de le fermer après 10 heures. Mais d'ailleurs, cette histoire des horaires de clubs à Berlin qui sont complètement étendus, c'est assez incroyable, mais je ne sais pas si tu savais, mais ça vient du passage de l'armée américaine. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça. Hein. Et donc, en fait, les clubs étaient ouverts toute la nuit pour que les soldats américains puissent s'encanailler toute la nuit pendant donc l'occupation des Alliés en Allemagne. Et donc, ça créait une envie, en fait, chez les GIs de venir s'installer à Berlin. Donc, il y a eu quand même ce truc-là qui n'est jamais parti. Encore aujourd'hui, on peut fermer très tard son club à Berlin. Il n'y a tout bêtement pas de réglementation, il n'y a pas de licence d'alcool. À partir du moment où on a le droit de faire un lieu, il y a une licence, mais qui est vraiment anecdotique, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe d'ailleurs dans la plupart des pays en Europe. Il suffit de demander une autorisation qu'on nous donne de toute façon. Et de toute façon, comme il n'y aura pas de contrôle, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas une permission c'est pas complètement permissif, mais pendant un temps, surtout, en fait, on va vous permettre de faire jusqu'à ce que vous ayez la possibilité de faire mieux. Ce qui est quand même un esprit très particulier. En gros, on dit, là, on va faire quelque chose, on sait qu'il va falloir faire tel ou tel travaux pour que ça soit légal, on va vous laisser le temps de les faire, mais pendant ce temps-là, vous continuez d'exister. Donc, ce qui permet de financer, par exemple, d'autofinancer des tas de projets. C'est même la façon de la plupart du temps, tu ouvres, tu crées vite fait sur 2-3 palettes un bar, tu mets quelques enceintes, tu fais rentrer de l'argent et cet argent va permettre à la longue de pouvoir éventuellement officialiser de plus en plus, etc. C'était vraiment une méthode très simple dont on a tous profité. À un moment donné,
effectivement, quand l'objet devient un peu plus soit visible, comment dire, un peu trop populaire, bah là, on va avoir à faire un peu tous les travaux, mais que les gens font d'ailleurs quasiment spontanément. C'est pas du tout, c'est une gestion de la règle qui est vraiment, moi j'ai toujours trouvé ça assez incroyable, quoi, de pouvoir, en gros, c'est ta responsabilité de faire les choses. Alors c'est peut-être un peu libertarien, mais les autorités n'exercent pas de pression, ils attendent que tu sois en capacité de pouvoir les faire, ce qui est quand même assez fou par rapport à un univers de normes. Je peux comprendre les normes, hein, je ne cherche pas à dire qu'il ne faut pas de normes, mais en tous les cas, à Berlin, c'est comme ça que ça se passait. Et donc, ça permettait, en gros, par exemple, de faire un lieu sans capital, ce qui est quand même, assez Et fou. c'était ton cas, donc Nous, on n'avait quand pas tu as créé le HBC. ouais, le HBC, on a fait un club qui concernait quand même plusieurs centaines, c'était entre 800 et 1000 personnes par soir, voire beaucoup plus parfois, sans aucun investissement. Donc avec un loyer extrêmement modéré, ce qui était aussi une volonté de la ville, avec des avantages aussi. Ça, c'est un autre monde, mais ça, avec des... évidemment, c'est le pays de la bière, mais il y avait tout un... Les brasseurs sont très actifs dans la façon d'apporter leur contribution à la culture. Donc en fait, c'était très facile d'obtenir des fonds par des marques de bière qui étaient avec des contrats absolument incroyablement doux, qui nous ont permis de faire plein de choses. Donc il y avait tout un environnement. Alors si on ajoute évidemment la tolérance politique, l'accès à quelques financements, des prix très moniques et surtout et une présence policière de zéro. En fait, moi, j'ai quasiment jamais eu de contrôle policier dans mes clubs, quand même, c'est fou, quoi. Ah, mais j'en ai eu beaucoup, et j'en ai fait, j'ai eu 3 contrôles, je crois, en tout et pour tout. Donc c'est aussi une vraie volonté politique. C'est vraiment les politiques qui disaient ne contrôlez pas les clubs. Donc c'est aussi un choix étrange, mais intéressant. C'est que peut-être que si on veut que quelque chose se développe, il faut éviter de lui mettre des bâtons dans les roues, probablement, sachant que ça existe de Et toute ça a façon. permis aussi l'émergence d'une scène queer Ah, bien sûr. extrêmement importante, puisque finalement, de ne pas avoir de contrôle dans les clubs, c'est aussi toute licence donnée à toutes les orientations, à tous les genres, à toutes les folies, à toutes les libertés de s'exprimer. Donc il y a quand même la liberté aussi des gens qui créent les clubs de pouvoir voilà, créer sans contrainte, mais aussi au public de se lâcher, en fait. Ah bah oui, puis ça vient assez vite. C'est que quand on donne cette possibilité aux gens, bah, en fait, ils la prennent. Et c'est vrai que la même soirée, il y a des exemples comme ça, des soirées qui ont été importées de Berlin et qui vont se retrouver dans des lieux qui sont super, hein, à la station ou à la machine. En fait, bizarrement, on retrouve quasiment rien de ce qui fait c'est comme ça, en fait, ça se déplace pas parce on déplace pas une sensation. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, c'est très difficile à transposer. Je pense que chaque ville est capable d'avoir sa propre scène sans aucun. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficilement transposables, c'est certain. Donc après le HBC, tu as fait faillite. Belle faillite, ouais. Hein, une faillite magnifique. Et ensuite, mais tu t'es jamais laissé démonter, puisque tu as créé un nombre de lieux quand même assez impressionnant en très peu d'années, puisque tu as créé ensuite, alors je me rappelle plus la date, attends, tu vas me dire, mais le Cercle Rouge en 2010, c'est ça? Là encore, ça faisait partie de ces lieux. Il y avait des possibilités d'avoir alors ça n'existe pas, le système des bails. Alors ça, c'est aussi intéressant. On n'est jamais propriétaire de ce qu'on fabrique. Donc en gros, on peut se faire virer, mais en même temps, on peut avoir des lieux pour pas très cher. Donc quelque part, on s'en fout un peu. Ce qui explique d'ailleurs le fait que les décos c'est devenu presque un style berlinois. Probablement ce qui se passe un peu à côté, à savoir des trucs un peu dépareillés, des machins, des trucs, parce qu'en fait, ça sert à rien d'investir en sachant que de toute façon, tu vas pas pouvoir capitaliser sur l'investissement. Donc en fait, en gros, tu l'as plus. Si le propriétaire décide d'augmenter le loyer, c'est fini. Moi, c'est quelque chose que j'aimais bien. Ça, en fait, c'est un peu comme, je sais pas, fabriquer une maison où il n'y aurait pas de spéculation là-dessus. On la fabrique juste parce qu'on a envie d'y vivre. C'est plutôt agréable. Voilà, parce que c'est. Donc, pourquoi je dis ça? Oui, parce que
on avait accès on a eu accès à des petits endroits marrants où on se disait, bah, moi j'avais l'habitude d'endroits assez grands, donc là j'aimais bien l'idée de faire un petit bar rock and roll. Donc j'avais un pote qui était un chanteur un peu connu, avec qui on a fait ça, et puis c'était très drôle. On a fini par faire faillite. Et ainsi de suite, on en a fait pas mal. Comme ça, on a essayé de lancer, par exemple, le vin nature. Faillite. On s'est bien amusé jusqu'à un gros club énorme, qui était probablement un des plus gros clubs berlinois, qui a duré un mois, parce qu'on s'est fait avoir par le propriétaire, qui est devenu qui maintenant... avait le nom de Plus Minus Zero, qui était vraiment... C'est quand même un nom génial pour un endroit qui dure un mois. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et puis c'était assez formidable, mais ça faisait partie... moi, ça m'a beaucoup servi, hein, en soi. Plus j'en faisais, plus ma légende... Oui, ta légende a grandi au point que, donc en 2012, on t'a proposé d'ouvrir la salle de concert et le club de Urban Spree. Tu peux nous raconter? C'est un peu différent. C'est un lieu des gens qui voulaient monter, qui avaient monté un endroit qui était assez ambitieux, à savoir une grosse galerie de street art auquel allait s'ajouter une bibliothèque, à savoir une librairie, à savoir qu'à Berlin, c'est l'endroit d'Europe où il y a le moins de bibliothèques au monde, je crois. Salut, alors on accueille Catherine, s'il vous plaît, de l'agence Milk Me, qui est également DJ, qui nous rejoint. Et donc ils avaient ouvert un très bel endroit auquel on avait beaucoup participé pour leur filer des coups de main. C'était le même architecte que des endroits qu'on avait déjà eus. Et puis leur projet était super, parce que c'était l'idée de faire un jardin. C'est très allemand, c'est Biergarten. D'ailleurs pareil qu'ici, c'est quand même des endroits qui, à mon avis, sont assez fondamentaux, de pouvoir mettre les gens dehors plus qu'à l'intérieur. Et c'est vraiment, d'ailleurs, ça a été formidable en période de crise Covid, par exemple. Mais ça a été fou. Mais c'est surtout que c'est vrai que c'est moins glauque, finalement, que ces endroits enfumés et machin et bidule. Et donc, en fait, j'ai stocké tout ce que j'avais récupéré de mes nombreuses faillites dans un endroit qu'il m'avait prêté. Puis en regardant l'endroit, je me dis, voilà, ça ferait un joli club. Et donc, on a fait un club en une semaine avec un garçon qui s'appelle Freddy, qui était un peu mon fils allemand. Et ce club a été tout de suite assez marrant, parce que très éclectique. On faisait pour le coup, on s'est vraiment affranchi, et ça, Kat va pouvoir nous en parler beaucoup. On a tenté de s'affranchir d'un phénomène berlinois quand même. On a tendance quand même très vite à associer Berlin à la techno. C'est, de mon point de vue, pas la meilleure chose qui soit arrivée à la ville en soi, et que c'est vrai qu'on a réussi avec Urban Spree, parce qu'il s'appelle comme ça, en fait, à aller vraiment à expérimenter d'autres types de genres qui ont été vraiment salutaires. Et pour le coup, il y avait un vrai appétit, donc le club a très vite marché. Moi, je me suis fatigué, et Kat est arrivée. Mais alors, peut-être pour revenir sur ce que tu viens de dire, pourquoi est-ce que tu penses que la techno n'est pas ce qu'il est arrivé de meilleur à la ville? C'est intéressant. On le voit déjà partout ailleurs. Ça phagocyte absolument tous les endroits, la façon de faire la fête, la façon de ce qu'on écoute. C'est assez fatigant quand on habite à Berlin d'aller dans n'importe quel endroit et d'avoir le boom boom. C'est beaucoup moins maintenant, mais même une pièce de théâtre, même aller voir du Chacha Valls à l'époque, et boum boum boum. La techno était dans tous les recoins culturels, quels qu'ils soient. C'est vrai que c'était devenu un peu... moi, j'ai toujours un peu senti comme ça. Pourtant, je viens vraiment de cette scène-là. C'était devenu un peu une sorte de parasite, quoi. Et j'ai l'impression, d'ailleurs, que c'est un peu ce qui se passe. C'est ce qu'on voit de plus en plus. C'est pas une bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'on a réussi avec Urban Spree de façon un peu mystérieuse, hein, avec des rencontres avec notamment un très très bon label gothique, gothique à l'époque, il est beaucoup moins maintenant, mais qui s'appelle Aufnahme, Wiedergabe, qui étaient des rencontres comme ça qui ont fait que d'un coup, moi perso, j'ai repris contact avec des tas de différences. Et après, évidemment, la scène punk, après toutes les musiques extrêmes, metal, noise, grunge, doom, etc. Donc en fait, on a fini par faire tout en faisant de l'électro aussi, parce que dans ce contexte, c'était plus agréable que d'être une grosse machine, ce qu'on aurait pu être. On aurait pu faire de la techno 24/24,
Et ça aurait très bien marché. Et on aurait gagné plein de pognon, et puis voilà. Mais vous étiez aussi un lieu pour les arts visuels, vous étiez Oui, aussi bien un sûr, lieu d'exposition. Alors ça c'est pas du tout moi qui en avais la charge, mais ça a été vraiment, et c'est encore l'intérêt de ce lieu, c'est vraiment une très belle galerie de street art, et avec une magnifique programmation, vraiment, même si le personnage est un peu compliqué. Et puis c'est un lieu de vie parce que c'est un lieu, il y a des petits restaurants marrants, des très bonnes pizzas, des choses comme ça. En fait, il y a un salon de tatouage qui est aussi très dynamique. Bref, ça vit il y a des artistes en résidence aussi qui œuvrent et que c'est très bien situé. Donc ça veut dire que c'est un hub pour plein de gens pour venir boire des coups. Et puis pour se nourrir culturellement aussi. Oui, en fait, bien sûr. Et puis la programmation musicale, peut-être un peu moins maintenant, mais c'est vrai qu'elle elle était fat quand même. Et justement, alors à propos de programmation musicale, donc bien sûr, c'est toi qui avais pris ça en main dès l'ouverture du club, donc en 2012. Mais toi, donc Catherine, Kat, on t'appelle, hein. Enfin, Catherine, Kat. C'est ça. Donc c'est toi qui as fondé l'agence Milk Me, donc le label et l'agence Milk Me pour donc la musique, on va dire plutôt, c'est vraiment de la wave. C'est ça, hein. C'est un petit peu la ligne directrice rock, wave. Rock, wave, post-punk, des trucs un peu bizarres. Exactement. Ouais. Et donc, toi, tu as fondé cette agence en 2019, mais tu es entré à l'Urban Spree en 2019, et donc tu travaillais avec Nico. Enfin, tu as pris la suite, puisque Nico est parti en 2018. Nico nous a laissés tout seuls à Berlin, et du coup, Nico, il travaillait avec Josh, et Josh lui, il est resté à l'Urban Spree. Et il cherchait quelqu'un un peu pour l'aider. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a décidé ensuite un peu faire notre truc tous les deux. Même si le nom Milk Me vient de Nico aussi, il me semble. Voilà. Et voilà, on a continué à programmer à l'Urban Spree jusqu'à il y a 1 an et demi. Et après, on a aussi voulu faire tourner des groupes. On a commencé d'ailleurs avec l'ancien groupe de Thomas qui va jouer après, qui s'appelle Mueran Humanos d'Argentine. Qui était un groupe de synthwave aussi, et voilà. Alors toi, tu es franco-allemande. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à Berlin? Ouais, la musique. J'ai fait mes études j'ai fait mon bac en France. Et en fait, en Allemagne, il y a quand même plus de possibilités. Même si tu as un bac, tu peux faire des choses en dual, enfin moitié travailler, moitié à l'école, et t'as pas forcément besoin d'un bac S ou voilà. Si t'es intéressé, t'as quand même la possibilité d'apprendre plein de choses. Et j'habitais à Stuttgart et j'ai fait 1 mois à Berlin. Et c'était incroyable. Enfin, il y avait vraiment à l'époque tous les jours des concerts partout. Alors, quand tu dis à l'époque, c'était quelle année? Mince. Je dirais 2015 par là, je sais pas. Ouais, un truc comme ça. Et j'étais arrivée là-bas, il y avait des choses que j'ai découvert vite, comme le West Germany ou le Cuppy, qui est toujours un squat qui fait encore des concerts. Et vraiment, il y avait ce truc de, ok, il y a 3 groupes, un peu de partout, tous les soirs, c'était dur de faire un choix. Et si on avait de la chance, parce que quand même à l'époque, les prix d'entrée étaient bien plus accessibles. Alors par exemple, est-ce que tu peux nous raconter un prix d'entrée à l'époque en 2015, quand tu allais au West Germany par exemple, écouter un concert et que tu te lâchais toute la soirée, tu allais dépenser combien? Les entrées étaient il y a encore ce système de tu donnes ce que tu veux entre 5 et 15 euros ou 100 euros si tu veux. À l'époque, c'était un peu compliqué, donc c'était 5 euros. Et voilà, on prenait une bière, et sinon on prenait une bière au Späti dehors. Donc c'est les trucs qui sont ouverts 24/24, où il y a des bières à 50 centimes, quoi. Donc on peut voir un concert, être un peu pompette, on va dire, pour 10 euros. Enfin, voilà. Du coup, oui, je pense que je dépensais, si vraiment je sortais longtemps, c'était peut-être 20, 30 euros. Ouais. Et je voyais des groupes, je pouvais boire des bières avec des gens. Enfin, il y avait moins de barrières, je pense, et plus d'accessibilité. Et je me rappelle aussi, c'est un truc qui me manque un peu, les posters. Il y avait des posters partout, tout le temps. Et maintenant, c'est beaucoup plus sur Instagram. Et les gens font moins de posters aussi. Il y a moins ce truc. Et puis les posters, ça permet à quelqu'un de faire un artwork, donc d'engager encore plus
de créativité. Ouais, ça a beaucoup changé. Et donc, quand même, tu es arrivé en 2015, c'est ça, à peu près, à Berlin. Et très rapidement, tu te mets à travailler avec Urban Spree. Donc là, c'est vraiment une super bonne école en termes de musique indépendante et d'apprentissage de gestion d'un lieu qui est très, très, très grand et très multidisciplinaire. Et tu décides de monter ton agence Milk Me. En fait, quelle était l'idée, le moteur en fait pour toi de monter cette agence avec Josh? Un peu d'avoir un truc bah, à nous deux, je pense. Et puis de se dire, ok, il y a des groupes qui sont super. Moi, j'avais jamais fait de booking de tournée avant. Et voilà, et c'est un peu, il y a ce truc de soutenir des groupes, de croire à un projet qui. Moran Mano c'était établi, mais on a travaillé avec un groupe qui s'appelle par exemple PDOA. On les a vus en live, c'est des amis de Josh et on a adoré. Et vraiment ce truc de croire à un projet et d'être là en mode ok, on va aller démarcher des gens et leur dire c'est vraiment cool, venez les voir, apprenez à connaître cette musique. Un peu ce truc de partage en fait à l'international de musique, de créativité, de moments avec le public. Ouais, je pense que c'est un aspect un peu communautaire en fait, je pense. Ouais. Alors justement, donc là c'est le moment où on va, là on a parlé un petit peu de ce mythe, de ce Berlin merveilleux où tout était quasiment possible. Et vous l'avez senti, il y a eu une bascule. Justement, à peu près à la fin des années 2010, tout commence à être un petit peu plus cher, donc un peu plus difficile. On commence à avoir des problèmes de voisinage, des voisins plus âgés, plus posés, qui se plaignent du bruit des clubs et des bars. Donc une liberté de plus en plus restreinte, et puis les loyers qui augmentent, et donc les artistes qui n'arrivent plus à se loger comme avant. Là, aujourd'hui, le constat en 2025, pour toi, Kat, qui est arrivé il y a 10 ans, qu'est-ce que tu vois en fait là? Dans la scène musicale en particulier, qu'est-ce que tu as vu évoluer? Je pense qu'il y a il y a beaucoup plus de. C'est plus dur d'avoir un lieu, je pense. Les gens sont plus sous le radar. Du fait aussi qu'il y a énormément des gens qui aussi décident de prendre des appartements près d'endroits où il y a plein de clubs et du coup qui se plaignent de ça. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup moins d'accès aussi à des lieux, même, parce que c'est cher. Donc c'est pas très facile d'ouvrir un lieu. C'est pas facile de trouver des studios de répète non plus. C'est souvent des choses, vraiment cette chose qui s'est mise en place de contrat à court terme en fait, qui est problématique pour se loger, pour s'entraîner, pour faire de la musique. Ouais. Et justement, donc le Urban Spree, il est situé sur un ancien terrain vague, hein, Nico. Et si je me trompe pas, c'était ça en fait, c'était un terrain vague au départ. Non, Le RAV Temple. le RAV, ça avait été un lieu qui était un lieu industriel. Ouais, c'est Donc en ça. fait, qui était l'endroit où on réparait les trains et qui était, entre autres, après, ça avait été entre les mains d'un collectif d'artistes. Tu faisais référence, à savoir que pendant très longtemps, on a donné énormément d'accès à des collectifs à un tel point qu'ils ils ont même eu le droit de le vendre. Donc en fait, ils l'ont vendu et ils l'ont vendu à un fonds de pension islandais. Maintenant, ça a été racheté par un autre fonds d'investissement d'Allemagne du Sud. C'est intéressant parce là, par exemple, exactement là où est Urban Spree, normalement, le projet, c'est d'avoir une tour, en fait, sur cet endroit. Et comme il y a eu toutes les diverses crises... Une tour Amazon. À côté de la tour Amazon. À côté de la tour Amazon. Donc en fait, c'est vraiment des économies hyper transitoires. C'est assez mystérieux qu'Urban Spree continue à exister. Il y a une espèce de... Parce que normalement, depuis assez longtemps, il y aurait dû avoir un énorme projet immobilier, comme d'ailleurs absolument tout Berlin est prévu. Déjà, il y a une évolution sur le foncier, que ce soit le foncier privé, d'entreprise ou de particuliers. En gros, il y a un développement qui est très clair sur l'ensemble des territoires, en tout cas dans les quartiers intéressants au niveau de l'intérêt de l'intérêt financier. Mais c'est incroyable en fait. Là, pour le coup, tout ce qui reste, c'est juste parce que
voilà, parce qu'il y a un temps d'arrêt dans les investissements, parce que le Covid a fait beaucoup de mal à ces entreprises-là. Mais sinon, il y a un plan pour littéralement détruire tout Berlin, détruire, reconstruire Berlin, et donc détruire les lieux. Voilà. Ils ont un peu, il y a des contraintes. Pour certains, par exemple, Urban Spree pourrait être assez facilement relogé. On pourrait refabriquer assez. Ça pourrait faire partie de leur cahier des charges, mais en soi, la plupart des lieux sont en sursis, en gros, en fait. Et pas que ça. La plupart même des modes de vie là-dessus sont en sursis, dans le sens où, moi j'aime bien raconter ça, effectivement, pendant très longtemps, j'en parlais un petit peu avec le prix de mon loyer, c'est que quelqu'un pouvait vivre en travaillant 2 semaines par semaine, 2 jours par semaine, pardon. Tu pouvais payer ton loyer, faire la fête, etc. Et donc te livrer à n'importe quelle activité artistique annexe ou pas. Mais ça fonctionnait. Maintenant, c'est absolument impossible. Je veux dire, ce mode de vie-là est complètement obsolète. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, et là-dessus encore, Berlin repose sur un mythe où on peut avoir... Parce que bizarrement, l'image continue à perdurer, alors que la réalité est complètement différente. C'est absolument impossible de se loger. Et en plus, c'est quasiment impossible de trouver un emploi. Ouais. Et que de toute façon, même ce qui était pendant très longtemps intéressant, à savoir les frais du quotidien, la bouffe et tous ces trucs-là aussi montent de façon exponentielle. Donc en fait, tout en gardant une espèce de cool attitude, d'image un peu marrante, alors qu'en soi, c'est impossible. Et c'est vrai qu'une chambre, moi je louais des chambres chez moi dans mon appartement que je louais à 800 euros, je les louais 150 euros. Maintenant, c'est le prix de l'appartement en finalement pas si longtemps. Ce qui est d'ailleurs un peu logique, c'était d'ailleurs peut-être pas assez cher, je sais pas. Mais... Ouais, mais enfin, c'est quand même. Donc, c'est assez fantastique. Tu disais que tu pouvais passer une soirée en dépensant 30 euros, en étant complètement pompette à la fin et en t'étant amusé toute la soirée. Aujourd'hui, voir des concerts. Avec des concerts. Et des entrées. Et voilà, en rencontrant des gens, en assistant probablement à des performances. Et maintenant, l'entrée au Berghain, c'est 30 euros. L'entrée au Berghain. Donc ensuite, les consommations à l'intérieur, elles ont triplé. Il y a eu une inflation quand même extrêmement conséquente. Donc sortir à Berlin, maintenant, c'est un budget. Les loyers sont des budgets. Bon, moi, je vivais dans un appartement de 100 mètres carrés, je payais 300 euros. Hein. Donc, en fait, on se rend compte effectivement qu'il est quasiment impossible aujourd'hui d'être un artiste sans argent et de continuer à créer et de s'amuser. Certes, mais il y a une chose qui vient de se passer qui est encore plus violente. Donc là, on a déjà eu une inflation, une gentrification qui sont des phénomènes classiques du capitalisme. Mais parallèlement, cette année, on a vu donc 130 millions d'euros de coupes budgétaires, donc ça, dans la culture à Berlin, rien que dans la ville de Berlin. Et ça a été voté en décembre 2024 par le Sénat. Donc ça veut dire 12% de réduction des subventions annuelles. Donc c'est absolument monstrueux. Il n'y a jamais eu de réduction aussi conséquente depuis en fait la chute du mur. Il n'y a jamais eu de politique culturelle, anticulturelle, quasiment à Berlin jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, c'est quand même un changement hyper impactant. Est-ce que vous avez vu, toi, Kat, en fait, qui fait du booking, est-ce que tu le ressens dans ton travail en agence ? Complètement. Parce qu'en fait, il y a toujours un peu, voilà, comme tu dis, en fait, ces budgets, ils sont là depuis longtemps. Il y a des salles, une salle qui s'appelle par exemple Café Gloxé, qui est à Hanovre, voilà, qui est un peu excentrée, c'est super bien placé, mais voilà, il n'y a pas... il essaie de faire des concerts tous les jours, mais oui, c'est pas forcément l'endroit le plus peuplé pour tout genre de musique. Il essaie d'être très divers. Voilà, donc à chaque année, c'est un peu ok. Bon, on attend de savoir quand on va avoir le OK des subventions, mais du coup, il y a une petite garantie de 100 euros, on va dire, pour un artiste, mais voilà, ça peut quadrupler si on a les aides. Et en fait, il y a plein de. Ça, c'est une salle qui me vient en tête là, mais sur une tournée. Pour des artistes, ça m'est déjà arrivé du coup d'avoir ça en suspens, et il y a 3 salles qui me disent je suis désolée, on les a pas eues, et puis en fait on sait pas si on va survivre parce qu'ils peuvent pas, enfin tout devient plus cher aussi pour une salle, le loyer devient forcément plus cher, l'électricité, tout ça, les hôtels aussi, il faut bien loger les artistes, et ça on le sent cette année vraiment énormément, que ce soit du côté des salles, mais aussi du côté il y a eu beaucoup d'aide avant pour les artistes, pour les aider pour leur première tournée, pour leurs disques aussi, parce que
ça coûte cher de sortir des disques et il y a beaucoup d'artistes qui souffrent, oui, donc il y a un côté où oui, on peut aller travailler plus, mais il y a un moment où ça prend aussi de la créativité, je pense. Ouais. Oui, surtout qu'à long terme, c'est même pas long terme, c'est que ça tient de façon assez mystérieuse, alors que la plupart des artistes, moi j'étais pas retourné depuis très longtemps, je suis retourné en famille il y a l'an dernier, j'ai vu que des artistes en souffrance, mais que des gens qui étaient dans une galère absolument incroyable. Alors, il y avait ceux qui n'avaient pas d'argent du tout, ceux qui avaient perdu leur studio, ceux qui étaient c'est quand même c'est des carnages. Alors d'ailleurs que ça nous rappelle un peu ce qui se passe en ce moment. Nous en ce moment on vit un beau carnage avec les projets qu'on fait en France. Mais quand je suis allé à Berlin, c'était impossible de rencontrer quelqu'un qui était en sérénité dans dans ce qu'il faisait, quoi. C'était ce qui était assez effroyable parce que ça a toujours été l'inverse. C'était la ville où tu pouvais à la fois gérer ta carrière artistique, subvenir à tes besoins, éventuellement et souvent d'ailleurs aussi avoir une famille, et tout ça dans de très bonnes conditions. Donc en fait, d'un coup, tout ça s'est dégradé et c'est quand même dégradé assez vite, en fait. Alors qu'en fait, moi j'avais toujours un peu le mythe, l'espoir que ça pouvait rester parce qu'il n'y a pas réellement d'industrie. On s'est toujours dit que finalement c'était ça l'intérêt de Berlin, c'était ça, cette image-là, et donc que les autorités auraient tout intérêt, comme ils l'ont très souvent fait, en fait, de continuer de laisser faire, par exemple, un peu cette tolérance, machin. Pour moi, c'était l'idée d'essayer de fabriquer un modèle un peu différent, un peu nouveau, à savoir pas cher, autonome, machin. Mais sauf que là, il n'y a plus du tout cet espace-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les derniers qui résistent encore un petit peu, n'auront plus la force et vont se tirer ailleurs. Alors, où ça? Je ne sais pas. Oui, donc alors il faut le rappeler quand même, effectivement, il y a quand même une volonté politique, je pense, dont tu parles là, qui est super intéressante. Donc l'ancien maire de Berlin, Klaus Wowereit, avait cette phrase très connue dans les années 2000 qui était « Berlin est pauvre mais sexy ». Aujourd'hui, le slogan du maire actuel, qui est issu de la droite conservatrice bien sûr, Kai Wegener, c'est... Alors, il a justifié les coupes en disant que c'était la faute de l'administration de gauche qui avait implémenté des changements, en fait, qui avait épuisé les ressources budgétaires de la ville pour faire des changements au niveau climatique dans la ville, donc favoriser l'environnement dans la région de Berlin. Donc c'est la faute de la gauche. Et il dit qu'il faut changer de mentalité et ça passe par un changement de culture. C'est comme une phrase qui nous rappelle tristement les discours fascistes. Donc il faut quand même savoir que la scène culturelle berlinoise, c'est hyper rentable, puisqu'on a 30 millions de touristes à Berlin par an, et les 30 millions de touristes viennent pour la scène culturelle. Donc là, aujourd'hui, c'est effectivement une catastrophe, ces coupes budgétaires, qui en plus donc, ne touchent pas uniquement les scènes indépendantes, avec des gens comme l'Urban Spree ou des artistes indépendants qui n'arrivent plus à se loger, etc., mais aussi les institutions. Donc on a les théâtres nationaux comme la Volksbühne qui a subi récemment 2 millions de coupes budgétaires, donc qui ne va plus pouvoir payer des artistes, qui ne va plus pouvoir programmer des artistes. Tu vas plus pouvoir avoir ces permanences, c'était un des seuls endroits qu'il y avait, parce que Voilà. c'est quand même très différent. Il faut quand même imaginer, nous par exemple avec Urban Spree, on n'a jamais eu l'ombre d'une subvention, hein. Ça nous était possible. Alors on en parlait un petit peu par rapport ça nous était possible parce que finalement, qu'est-ce qui était la subvention? C'était la possibilité de vendre de la bière de façon... voilà, c'est pas un lieu peu cher, des tolérances sur les horaires d'ouverture, etc., etc. C'est vrai qu'on pouvait vendre tellement de bière que ça permettait de financer finalement les programmes artistiques de façon autonome. Mais il y a d'autres lieux avec lesquels on travaillait très bien, qui étaient nos voisins, qui eux, au contraire, étaient complètement financés et ça leur permettait de s'ouvrir sur des formes de musique plus compliquées, surtout à Berlin, sur des projets sociaux plus compliqués. Eux vont prendre ça complètement. C'est tellement fragile, c'est tellement pas une culture de la subvention que ceux qui étaient subventionnés l'étaient pour des raisons extrêmement militantes. Et notamment aussi, on en parlait de la scène queer, etc. Ça, enlever 10%, c'est enlever énormément, parce qu'il y a tellement peu
qu'enlever, voilà, pareil, les traces de ça, les effets de ça vont être terrifiants. Et surtout, voilà, on sait très bien que c'est la mort programmée. Et là encore, j'insiste sur le fait que la ville continue à promouvoir une image de tolérance, d'ouverture, etc., alors qu'elle ne l'est plus. C'est quand même assez fou de pouvoir faire de pouvoir faire une sorte de promotion comme ça. C'est quand même pour continuer à attirer les touristes qui finalement s'ennuient de plus en plus à Berlin parce qu'ils rentrent dans aucun club. C'est quand même, il y a quand même il y a une schizophrénie absolument incroyable qui, qui va être compliqué à gérer dans le futur, ça c'est certain. D'ailleurs, toi, Kat, qui organise des soirées aujourd'hui à Berlin, comment est-ce que tu trouves que le public a évolué? Je pense qu'il y a... Déjà, depuis le Covid, ça a assez changé. Il y a beaucoup moins de gens qui achètent des préventes. Donc avant, il y avait un peu ce truc de, OK, on met une soirée en ligne, on fait des préventes. Et ça assure un peu un minimum de personnes, même s'il pleut, même si voilà, il y a des choses comme ça. Et maintenant, je crois que les gens sont beaucoup plus spontanés en fait sur leur choix de concert. Donc c'est plus du tout quelque chose où on peut jauger, je pense, les préventes. Ils vont à moins de concerts. Les entrées sont plus chères qu'avant. Donc on va faire des choix en fait. Et je pense que depuis le Covid aussi, les gens sortent moins quand même. Donc ouais, il y a vraiment ce truc où c'est quand même plus difficile. Des trucs où on se disait c'est sûr que ça va marcher, ça marche moins, c'est plus compliqué. Et en même temps, il y a aussi énormément de concurrence. Il y a toujours eu beaucoup de concurrence, mais bizarrement, je pense qu'il y en a d'une part encore plus. Parce que maintenant, je pense quand tu as 3 concerts de post-punk dans Berlin le même soir, et forcément, tu peux pas parler avec d'autres promoteurs, c'est pas les uns tirent dans les roues, mais c'est... Il y a même des groupes qui, alors que c'était obligatoire dans une tournée européenne, je parle un groupe américain ou j'en sais rien, c'était obligatoire d'avoir sa date à Berlin. Maintenant, on voit très très régulièrement dans les affiches des tours que la date berlinoise, elle saute parce qu'on peut pas les payer, parce qu'ils savent pas se loger, parce que les promoteurs sont trop en souffrance. Donc en fait, c'est vrai. Puis c'est loin. Et parce que c'est très loin, donc en fait, voilà, en fait, un jour ou l'autre, c'est ce qui va se passer. Genre, Berlin va être rayé de la carte culturelle si on n'ira continue. plus à Berlin. Bah oui, c'est ça. Oui, d'ailleurs, le New York Times a quand même titré que c'était une catastrophe pour la scène artistique mondiale et pas juste berlinoise. Donc ces coupes budgétaires, elles affectent en fait la santé de la scène culturelle internationale, enfin en tout cas occidentale. Donc on avait aussi discuté du fait que les gens consommaient moins, donc il y a moins de moyens en fait quand tu organisais une soirée de se rattraper sur les consommations des gens. Mais il y a une chose qui m'avait marqué quand on avait un peu discuté avant toutes les deux, c'est que tu m'as dit qu'il y a aussi que ça s'était durci, c'est-à-dire que les soirées, la liberté, la tolérance, les soirées complètement folles, etc., légendaires berlinoises, elles sont devenues plus dures. Notamment avec des consommations de drogue de plus en plus dures, de plus en plus ingérables. Est-ce que tu peux me raconter en fait un peu ça? Oui, enfin surtout après le Covid, il y a toujours eu cette chose de voilà, Berlin c'est une ville où la drogue est très accessible, il y en a partout, mais malheureusement oui, il y a je pense qu'il y a énormément de plus en plus de choses qui circulent qui sont vraiment pas top et qu'on fait pas attention aux autres. Et des drogues comme le GHB, les choses comme ça qui sont quand même une grande tendance et qui sont très très dangereuses. Et je pense qu'il y a quand même énormément de volonté par contre à Berlin de faire de l'awareness là-dessus. Il y a quand même beaucoup d'endroits queer, etc. où on peut, voilà, il y a des choses, il y a une ouverture là-dessus, mais moi je trouve, je sais pas, je sens c'est un peu plus dangereux qu'avant, même en général, la ville. Ouais. Parce que c'était quand même un espace relativement safe pour les personnes LGBTQI+, les femmes. T'as l'impression que c'est en train de changer, ça? Mais oui, après, je sais pas, je trouve que c'est toujours des trucs un peu des expériences personnelles, mais je pense que pour moi, même
quand j'étais à Berlin, de sortir. Je pouvais aller toute seule en club et danser et me marrer, etc. Et dans des gros clubs, maintenant, j'ai plus l'impression qu'on embête les autres, qu'il y a moins ce truc de partage, que c'est un peu plus sombre. Ok, il y avait vraiment ce truc de liberté un peu hippie, de ce truc de, ok, tu trouves une bande de potes, tu continues dans un autre club, etc. Il y a toujours ça. Enfin, je veux pas non plus dresser une image noire de l'endroit. Mais oui, je pense que c'est plus compliqué qu'avant. Alors peut-être pour pas rester sur un constat totalement terrifiant, et parce que c'est quand même encore super Berlin, je pense que peut-être on pourrait parler de ce que vous envisagez tous les deux de l'avenir de la scène culturelle berlinoise. Bon, on a vu le côté dark, hein, donc le fait que ça peut être vraiment rayé de la carte par ses coupes budgétaires, l'inflation, la gentrification, mais il y a quand même encore des artistes à Berlin qui sont là. Tu en as plein dans ton roster, tu as vraiment une agence avec des artistes incroyables, donc et toi, tu continues à avoir un œil sur Urban Spree, tu fais venir aussi sur ton... Parce que maintenant, tu diriges une péniche qui s'appelle Urban Boat, où tu fais venir des artistes en résidence, des musiciens. Est-ce que vous avez quand même l'impression qu'il y a de beaux restes, quoi, qu'on peut faire quelque chose de cette scène artistique berlinoise? Bah, nous, déjà, le lien, on le coupe absolument pas. En fait, on travaille énormément avec, même si c'est difficile, même si c'est compliqué financièrement, et ça l'est, il faut qu'on garde ce lien. Ça fait partie, d'où l'avantage d'avoir un projet qui est en bateau. On a loupé un projet européen pour emmener le bateau, mais on va tenter de faire le maximum de liens entre les scènes françaises, belges, hollandaises et berlinois. Je pense qu'en fait, ça peut être un peu ça dont il faut réfléchir, à savoir continuer de trouver les moyens de faire circuler au maximum les artistes, créer des liens entre les lieux, ça c'est hyper important. Nous, notre petit projet, Alexia et à moi, est vraiment basé là-dessus. C'est que notre bateau, c'est un petit vaisseau qui permet de faire se rencontrer des lieux et des artistes, et des lieux et des artistes. Et donc, en fait, je pense qu'il y a un vrai truc important à faire. Je crois que tout le monde en a un peu conscience, ça marche assez bien. Quand des lieux sont en bonne santé, ils ont tous envie de s'ouvrir sur d'autres villes, sur d'autres lieux, sur d'autres bookers. Par exemple, tu vas demain, je crois, après-demain, au Rock Reel Festival à Charleroi. Charleroi, c'est pas la ville la plus sexy du monde, même si c'est la ville la plus sexy du monde, quelque part. Mais en fait, en tous les cas, c'est une ville qui est extrêmement connectée à Berlin, à sa façon. Et en fait, ça, moi, je trouve que c'est comme ça. Il y a une forme d'Europe, de la contre-culture, un petit peu, à imaginer. Et ça marche très bien. Parce qu'en fait, c'est une volonté, c'est très fort. On dit, ce lieu, je le kiffe, ils pensent comme moi. On va bosser avec eux et on va trouver le moyen de trouver des ronds pour le faire, etc. Les énergies. Donc en fait, moi, c'est comme ça que j'envisage qu'on puisse rendre de nouveau. Et puis quelque part, finalement, de ne pas être centré. C'est con, une ville qui a trop de belles images. En fait, il faudrait pouvoir faire la fête un peu partout et dans des lieux qui soient... moi, j'aime bien l'idée, quand on parle des festivals qu'on fait même dans les villes paumées dans le Nord, les gens disent « Ah tiens, c'est marrant, il y a un peu un esprit berlinois. » C'est ça que j'aime bien, en fait. Parce que finalement, si Berlin s'en va, l'esprit berlinois, il restera toujours un peu... parce que effectivement, il y avait un truc quand même. On s'est bien marré, quoi. C'est bien marré. Hein. Ouais, je rejoins complètement ce que tu dis. Je pense qu'il y a vraiment ce truc aussi de travailler main dans la main, quoi. Enfin, Nico, il a un super projet avec l'Urban Boat, avec Alexia. Et voilà, on avait parlé d'un projet d'inclure plus de gens. Et par exemple, le MS Stubnitz à Hambourg, qui est là depuis très longtemps, qui est un peu en dehors de la ville. Mais voilà, ils ont envie de continuer. Ils sont intéressés par nos projets. Et en fait, ce truc de, OK, toi, tu penses comme moi, viens, on se met en lien. Comment on peut faire pour, en fait, vraiment ce truc de un peu relier tous les esprits et voir en fait comment on peut continuer à faire vibrer tout ça, parce qu'on a tous la même envie, je crois, de faire vibrer ça. Et on vient tous, je crois, on n'a jamais eu vraiment travaillé avec les subventions, donc c'est pas un truc qui part complètement, mais ça casse quelque chose, c'est sûr. Mais il y a vraiment ce truc d'entraide et de passion commune, en fait, qu'il faut tenir en vie. Et je pense que ça, il y a vraiment des bonnes chances que ça marche comme ça, quoi. Et alors, peut-être pour conclure, quelles seraient vos recommandations si quelqu'un vous dit, là, je pars en week-end à Berlin, vas-y, tu fais des bons plans et tout.
au lieu de lui dire Berghain, aller bouffer une pizza au truc où tout le monde va, etc., qu'est-ce que vous pouvez recommander à ces gens qui veulent vivre le Berlin que vous avez vécu, que vous connaissez, quoi? Niveau club, plus truc électronique, je dirais le Same Heads à Neukölln, qui est un endroit très, très rigolo, avec plein de gens complètement loufoques et une décoration folle et des super line-up. Toujours pas cher du tout. Moins, non, oui, un peu plus, mais oui, rien à voir avec le Berghain. Il me semble que l'entrée, ça reste entre 10 et 15 euros. Il y a ça, il y a l'Arcauda qui a réouvert aussi, qui est pas très loin. Et comment est-ce que Neue Zukunft. le Neue Zukunft, Neue tu Zukunft, travailles? oui, c'est un lieu où... Et pareil, c'est un lieu qui a dû se déplacer, qui crée sa propre bière en fait, enfin qui fait sa propre bière et du coup peut encore avoir des prix abordables. Il y a aussi un grand jardin dehors, il y a une pizzeria, il y a un cinéma, il y a plein de... Des cinémas open air et fermés et plein de concerts différents. Mais comment est-ce qu'on peut, quand on est étranger à Berlin, qu'on parle pas allemand et tout, et qu'on a envie d'avoir parce qu'en plus c'est une ville très étendue, et donc j'imagine quand on arrive et que on se retrouve à la station de métro Hermannplatz, on se dit mais pardon, et il est où le fun, quoi? C'est-à-dire que c'est assez incompréhensible. Donc comment est-ce que en amont on peut se préparer pour faire un voyage qui est vraiment tu veux dire éviter de faire la queue pendant 5 heures et de se faire rejeter? Exactement. Ça, il n'y a pas de solution. Hein. Non, pas ça. Non. Parce que ça, on a compris que le Berghain, bon voilà. Pas que le Berghain, c'est partout. Il n'y a pas de solution. C'est miracle. Renate aussi, mais le Renate, non. Enfin, pardon. Mais le Renate est condamné, hein, de toute façon. Le Ville de Renate, qui est un super club, enfin qui était un super club, et oui, sur la bretelle d'autoroute de la future autoroute, donc va dégager. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer son week-end ou ses vacances à Berlin d'une manière un peu plus durable, un peu moins polluante, un peu moins idiote aussi, bêtement consommateur de base, quoi? Alors ça, c'est une technique qui est vraiment bien pour plein de villes. Et c'est vrai que tu en parlais, par exemple, pour ton goût quand tu étais plus jeune, d'aller voir les concerts. C'est vrai qu'avant d'imaginer aller se la coller dans un club pendant 4 jours, en fait, parfois, c'est mieux d'aller voir quelque chose de plus vivant, de plus actif, et parce que ça sera probablement un générateur de rencontres, parce qu'il y a une passion commune, machin. Puis c'est vrai que, honnêtement, un très bon concert, surtout dans des salles comme les nôtres, un peu petites, on n'en sort pas indemne. Il y a vraiment un partage entre le public, les musiciens, les gens qui taffent, etc. Il y a un truc. Et ça, c'est quand même le meilleur moyen, probablement, de trouver une bonne bande de gens avec qui eux sauront où t'emmener c'est vrai, en fait, de trouver le bon début fera que tu auras probablement une bonne façon de finir, je pense, à mon avis. Et donc, c'est un bon conseil, ça. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est bien. Aller voir les concerts, faites vivre, faire vivre les musiciens, ou des choses comme ça. Ouais, de la danse, des choses comme ça. Et puis, où c'est rigolo, parce qu'effectivement, il y a... Mais c'est vrai que ça aussi, à Berlin, ça commence à se raréfier, mais... Finalement, on s'aperçoit d'ailleurs qu'à Paris, maintenant, ça devient presque plus actif et plus rigolo et plus dynamique que ces villes qui étaient si légendaires. Ouais, absolument. Kat, t'as d'autres tuyaux? Non, mais je rejoins Nico. Enfin, commencer par des concerts au lieu de se dire, ok, on est dans un Airbnb, on va chercher plein de bières, on sort à minuit. Non. Enfin, je pense que la musique aussi qualitative et les lives, les choses comme ça, c'est vraiment des trucs. C'est une expérience pour moi qui est beaucoup plus humaine, beaucoup plus belle et beaucoup plus individuelle, je pense. Et c'est là où, ouais. Après, tu peux continuer si vraiment tu as envie. Tu vas sûrement rencontrer des gens qui sont sympas et vraiment, ça, c'est sûr que les gens sont très ouverts. Leur dire, ok, bon, qu'est-ce qui joue ce soir, où est-ce qu'on peut aller, et c'est bien de soutenir des petits lieux. Enfin, vraiment, s'il y a 5 personnes qui vont à Neue Zukunft en plus pour aller voir un petit concert, ça fait énormément de différence et tu vas passer un bon moment et rencontrer des gens super, je pense. Génial. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Comment on rentre au Berghain? Rentrez pas. N'essayez pas d'y aller. C'est le meilleur moyen d'y rentrer. Essayez, mais s'il n'y a pas de queue, c'est horrible de faire la queue pendant 5 heures. C'est horrible. C'est je vraiment, pense, vraiment... je sais pas,
J'ai pas été au Berghain depuis 10 ans, mais effectivement, je pense que c'est horrible de Moi, faire la queue. je faisais la porte du Berghain une fois par an pour une soirée très marrante. Et donc j'étais le mec qui disait oui. En fait, c'était super. Quand il y a Nico. J'étais à côté du gars qui disait non. Et donc je disais oui. Et ouais, j'étais l'anti-Sven avec Sven. C'est trop bien, le meilleur rôle du monde. Oui, oui, oui. Les deux barbus. Voilà. L'un qui dit oui, l'un qui dit non. Donc voilà, si vous rentrerez quand je serai devant. Pas de questions? Ok. Très bien. Bah, merci beaucoup d'avoir participé avec nous à cette table ronde. Merci Nicolas et merci Kat. Merci. Vous allez pouvoir entendre des artistes issus de la... Enfin, en fait, on va pouvoir avoir Nostev qui fait partie de l'agence Milk Me. Donc, il y a un artiste qui travaille avec Kat. Et ensuite, tu vas nous faire un super DJ set sous ton nom d'artiste, DJ Caillou. C'est ça. Voilà. Dans le cockpit. Donc, amusez-vous.